Indépendance totale. 7h, 10h sur Radio Courtoisie, ligne droite, Corentin Périgny. Mais avant, je me tourne vers notre partenaire du jour, Régis Le Sommier. Bonjour Régis Le Sommier. Bonjour Corentin. Je rappelle que vous êtes directeur de la rédaction d'Omerta, auteur de ce livre, La vérité du terrain, récit d'un reporter de guerre aux éditions Bouquin. Et le prochain en Omerta est disponible en précommande. Oui, en précommande sur le site. Alors, je vais donner l'adresse, donc c'est omertamedia.fr. Et là, vous pouvez commander donc, le 4e numéro du magazine Omerta. Je le détaille un tout petit peu, du reportage comme d'habitude, des analyses. Un titre évocateur qui s'appelle La guerre des mondes, où effectivement on met Biden d'un côté, Poutine de l'autre, avec un échiquier au milieu. Intéressant aussi, on a le point de vue assez rare, puisqu'il s'exprime assez peu, de François Fillon, qui nous fait un bilan de l'état du monde et des perspectives. C'est assez intéressant aussi. On a l'opposant numéro 1, on va dire, à Volodymyr Zelensky, qui était Dimitri Medvedchuk, qui s'exprime, c'est assez rare également. On a sinon Mathieu Bock-Côté, Bernard Lugan, Alexandre Delval, Émeric Chauprade, etc., qui viennent décrypter un petit peu cette tectonique des plaques à laquelle on a assisté le 24 février 2022 et qui s'est poursuivie aujourd'hui et qui fait que le monde est en recomposition totale. Donc un numéro dans lequel on a mis beaucoup de cœur, beaucoup de reportages aussi, reportages sur la drogue aux États-Unis. C'est hyper intéressant au vu de ce qui se passe au Texas, parce qu'il n'y a pas que la question migratoire, il y a la question du trafic de drogue et des cartels. Voilà, on a un grand reporter, Jonathan Alperi, qui a sillonné l'Amérique pour nous, et puis évidemment Gaza. Donc en fait on traite de tous les endroits où ça chauffe. Voilà. Et ben on va en parler aussi avec Pierre de Gaulle tout de suite. Merci Régis. Il y a une place pour nos idées. Vue de haut. Bonjour Pierre de Gaulle. Bonjour Corentin. Vous êtes petit-fils du général de Gaulle, président de la Fondation Pierre de Gaulle, donc engagé pour que la France retrouve sa souveraineté et sa grandeur. Alors on va parler de beaucoup de sujets, mais évidemment je suis obligé de parler d'actualité avec vous, et de cette crise des agriculteurs, la crise de cette France paysanne, la France éternelle. Quel regard vous portez sur cette crise des agriculteurs aujourd'hui, Pierre de Gaulle ? Alors je les soutiens. Je les soutiens parce que les agriculteurs représentent la France des terroirs, dans toute sa diversité, dans toute sa richesse. Ce sont des gens qui nous nourrissent, ce sont des gens qui travaillent très dur, ce sont des gens qui se battent pour nous apporter la nourriture, mais aussi les produits d'excellence française. Et ce sont des gens qui doivent malheureusement, au-delà des conditions très difficiles de leur métier, subir une réglementation écrasante de la part de Bruxelles, subir une politique de dumping des prix des matières premières agricoles qui leur est imposée par leur coopérative, qui subissent aussi la compétition de la politique des grands groupes de distribution, qui écrasent leurs marges et qui voient leurs charges augmenter considérablement. C'est l'essence, c'est l'électricité, mais c'est également les matières premières d'approvisionnement, l'engrais. Je vous rappelle que la Russie est le premier exportateur d'engrais au monde, et qui donc doivent se battre aussi contre des accords d'importation de produits agricoles étrangers, notamment à travers le Mercosur, c'est-à-dire des produits qui viennent d'Amérique latine, et à qui on dit, eh bien messieurs, en plus de tout ça, on va avoir un élargissement de l'Europe. On va faire entrer notamment des pays comme la Moldavie, comme la Géorgie et surtout comme l'Ukraine. C'est-à-dire que vous allez être inondés de produits agricoles à bas prix et donc vos marges vont être totalement écrasées. Mais c'est pas grave, continuez. Vous faites la France, vous participez à l'Europe. Donc je soutiens leur combat. Je pense qu'il faut les écouter. Il faut faire plus que des petites mesurettes d'accompagnement, mais véritablement soutenir et relancer la filière agricole française. Parce qu'encore une fois, c'est la France. C'est la France entière, c'est la France de ces régions. C'est considérable chez nous. Ça fait partie de notre patrimoine culturel et ça fait partie de notre identité. Alors avant de donner la parole à Régis Le Sommier, je voulais revenir sur la deuxième révolution agricole qu'avait voulu votre grand-père, le général de Gaulle, notamment la fin des parcelles, la technicisation de l'agriculture, puis la PAC qui devait finalement permettre de stabiliser les marchés. Aujourd'hui, il y a
est-ce qu'on peut dire qu'il y a un échec de cette deuxième révolution agricole, où justement ça a été dévié de son origine propre avec l'Union européenne? Je pense que ça a été dévié complètement de son origine propre. Je vous rappelle que mon grand-père voulait une Europe des nations, c'est-à-dire une Europe où les nations peuvent choisir librement leur développement, leur politique, y compris leur politique agricole. Même si on rentre dans le cadre de traités européens communs, ça n'empêche pas, je dirais, des alliances, des échanges avec des règles de fonctionnement efficaces en vue d'un marché commun, mais certainement pas une Europe où vous avez des directives qui sont pondues par des technocrates qui ne subissent aucune, enfin je dirais, qui n'ont pas la sanction des élections et qui n'ont pas de devoir de rendre compte ni de responsabilité lorsque ils émettent des directives. Le droit européen est malheureusement supérieur au droit français, sauf en ce qui concerne notre Constitution. Mais il y a eu un véritable processus de mainmise et de disparition, je dirais, de la souveraineté française et même du droit français. Et la politique agricole commune s'est vue dominée par cette organisation qui est plus une technocratie qu'autre chose. Je pense qu'il faut fondamentalement repenser l'Europe. Je ne suis pas pour le Frexit, personnellement, mais je pense qu'il faut faire évoluer cet ensemble qui est inefficace, qui va à l'encontre des intérêts fondamentaux de la nation, ce que mon grand-père aurait appelé les intérêts vitaux de la nation, refuser systématiquement de voter des directives qui sont contre nos intérêts nationaux et entraîner les autres nations. Il y a beaucoup d'autres nations qui refusent ce diktat bruxellois. Maintenant, ce sont les Allemands, ce sont aussi les Hollandais. Demain, ce seront les Italiens et les Espagnols. Il faut provoquer, à mon sens, une véritable crise institutionnelle pour repenser l'Europe de façon plus équilibrée, de façon plus efficace, parce que le système est complètement inefficace. Les agriculteurs, malheureusement, en font les frais, et on est très loin de la politique agricole commune voulue par le général de Gaulle. Il critiquait déjà à l'époque les techniciens, en tout cas les techniciens déracinés. Régis Le Sommier. Non, moi, à travers cette crise, est-ce que vous n'avez pas l'impression, finalement, quand on voit l'état du monde agricole aujourd'hui, l'objet de leur manifestation, c'est effectivement tous les problèmes que vous avez décrits, mais aussi c'est un cri de souffrance, et puis le cri d'une civilisation, en tout cas d'un aspect de la France, ou d'une certaine France, qui est en train de mourir. C'est-à-dire que on se rend compte qu'il y a tout ce que vous avez décrit, les charges, mais il y a aussi la perte d'un modèle. C'est-à-dire qu'on se rend compte que ce diktat européen, en tout cas ce libre-échange auquel sont victimes nos agriculteurs, font que leur métier est de moins en moins attractif, qu'il reste extrêmement difficile, qu'ils gagnent de moins en moins d'argent et que même leurs enfants n'ont plus envie parfois de reprendre l'exploitation familiale. Donc on se retrouve avec finalement à travers la crise agricole, on a le prolongement d'autres crises de souveraineté, je vais dire, la souveraineté migratoire, la souveraineté au niveau de notre sécurité, enfin plein de choses que Bruxelles nous empêche de faire. Et est-ce que finalement, avec l'agriculture, on n'arrive pas, ça y est, on est dans le dur. Est-ce qu'on choisit de conserver la France, ou est-ce qu'on va dans une entité où les campagnes seraient des sortes d'usines et finalement tout le modèle culturel issu de l'agriculture disparaîtrait? Je pense que vous avez tout à fait raison, Régis. C'est un modèle et aussi un idéal français qui disparaît, un idéal de nos régions, de nos campagnes. Dans les années 70, vous aviez 1 400 000 agriculteurs, ils ne sont plus que 400 000 aujourd'hui. Ce sont donc des villages entiers qui disparaissent. Lorsque vous traversez la France, il est rare de trouver encore une boulangerie dans un village. Encore moins un bureau de tabac. Le bureau de tabac, c'est la vie d'un village, c'est là où les gens se rencontrent, c'est là où les gens parlent, c'est là où les gens se retrouvent, c'est là où les gens échangent. Donc c'est essentiel pour le maintien, je dirais, de la vie sociale et de la vie tout court d'un village. Vous n'avez même plus de bureau de poste et vous traversez des campagnes désertes. Il n'y a plus ces petits métiers, ces métiers de tradition qui faisaient la France de l'époque. Tout ça a disparu. Et je pense que c'est la question de notre identité, de notre culture française qui est en jeu. La France a une réputation d'excellence
dans de nombreux domaines, y compris pour ces produits de terroir, ces produits agricoles, ces produits alimentaires. Il faut redonner, je dirais, leur dimension à nos campagnes, leur dimension à nos régions. Et je pense qu'il faut, à mon avis, engager une politique de soutien et de valorisation profonde, diversifiée et systématique pour retrouver notre identité, retrouver notre culture, je dirais, du terroir. Ce qui me rassure quand même, c'est qu'il y a un certain nombre de Français qui refusent la vie des villes, qui refusent cette vie de stress, le stress des villes, l'agressivité des villes, et qui préfèrent une qualité de vie et qui reviennent maintenant dans nos campagnes. Les terres agricoles ont vu le prix baisser considérablement, mais les exploitations forestières, certaines propriétés se sont vues valorisées, notamment avec la crise du Covid, puisque les gens dans les villes se sont retrouvés prisonniers et la vie à la campagne a retrouvé toute sa richesse et toute sa valeur. Je pense qu'il faut réinstaurer des politiques d'équilibre et absolument revaloriser nos régions, revaloriser nos métiers de la terre. Je suis personnellement très attaché à une région qui s'appelle la Bourgogne, puisque je suis chevalier du Tasteva, et j'apprécie énormément, si vous voulez, cette chaleur, cette ferveur de gens qui sont fiers de leur terre, qui sont fiers de leurs produits, qui ont un idéal, qui est l'idéal de l'excellence pour leurs produits français et pour un travail qui vise à faire de nos produits des produits d'excellence. Ils sont très attachés à la terre, comme les mineurs sont attachés à la terre, comme les boulangers sont attachés à leurs produits. Et je pense que ce qui fait la richesse de la France, ce sont ces métiers, ce sont nos artisans, ce sont nos boulangers, ce sont nos agriculteurs, ce sont nos viticulteurs, ce sont nos petites entreprises. 50 000 entreprises, petites et moyennes entreprises et toutes petites entreprises ont fait faillite l'année dernière. Le chiffre est en augmentation croissante. Il faut absolument valoriser ce qui fait la richesse de notre pays. Vous allez me demander qu'est-ce que c'est que le gaullisme. Je pense que le gaullisme, c'est la France des métiers, c'est le terroir. Je pense à ce livre d'André Malraux, Les chaînes qu'on abat, où vous aviez André Malraux décrit cette vieille dame qui voulait se rendre aux obsèques de mon grand-père et qui en a été empêchée par les barrières de la gendarmerie. Et cette dame s'exprime en disant « tout le monde ». Il a dit « tout le monde ». Et le Malraux a répondu « laissez-la passer, elle parle comme la France ». Pour moi, c'est ça l'esprit du gaullisme. Et ça passe par les régions, ça passe par nos métiers, ça passe par nos agriculteurs. Nos agriculteurs font un métier très dur, un métier que je valorise, que je respecte, et je les soutiens dans leur mouvement, qui est tout à fait légitime. Et j'espère que le gouvernement mettra, non pas des mesurettes, mais des solutions concrètes, un véritable plan d'accompagnement à long terme, pour les aider et les soutenir, parce que, encore une fois, ce sont eux qui nous nourrissent. Alors, vous avez parlé de mesurettes, hein, notamment les mesurettes de Gabriel Attal. Alors, je vais vous citer quelqu'un qui n'est pas complètement gaulliste, que votre grand-père l'appelait Larsouille, c'est François Mitterrand. Et il avait dit « Je serai le dernier président de la République ». Et aujourd'hui, est-ce que vous pensez qu'on peut encore avoir un président de la République comme imaginait votre grand-père, c'est-à-dire véritable monarque républicain de la Ve République, ou alors que justement, avec l'Union européenne, on ne pourra plus jamais retrouver un homme d'État comme l'avait voulu votre grand-père à l'époque? Si mon grand-père a fait a fondé les institutions de la Ve République avec un pouvoir présidentiel fort, ça n'était pas pour lui-même. Lui-même n'en avait pas besoin, mais c'était pour les autres. Il a fondé la Ve République qui donnait donc un président fort, mais avec un équilibre des pouvoirs. C'est-à-dire un équilibre des pouvoirs parce que le mandat législatif du Parlement était à 5 ans et le mandat des sénateurs 9 ans, donc renouvelable partir tous les 3 ans. Et l'agenda parlementaire ne suivait pas l'agenda présidentiel. Il y avait donc un véritable équilibre des pouvoirs. Tout ça a été aligné sur la présidentielle, ce qui fait que le pouvoir, je dirais théorique, ou au moins constitutionnel du président de la République est bien plus fort que sous mon grand-père. Mais vous avez un président faible.
vous avez un président faible qui n'a pas de perspective, vous avez un président faible qui n'a pas de stratégie, vous avez un président faible qui a dit « j'ai appris à aimer les Français », ce qui en dit très long sur sa capacité à aimer la France et les Français. Et ce président suit un agenda personnel, a recomposé un gouvernement tout aussi intelligent et tout aussi méritoire qu'il soit. Le Premier ministre a 34 ans. Vous confiez la conduite de la politique du gouvernement à quelqu'un qui a 34 ans. Et vous avez notamment Gabriel Attal, on rappelle. Voilà, Gabriel Attal, si intelligent soit-il, hein, ça je n'en disconviens pas, je ne ferai pas de commentaires sur des diplômes supposés ou acquis, c'est pas du tout mon propos, mais pour conduire la politique d'un pays, il faut des gens qui ont une connaissance profonde des dossiers, il faut des gens qui ont de l'expérience, il faut des gens qui ont du recul, il faut des gens qui ont une perspective, pas des coups politiques ou des combinaisons de mettre l'excellente Rachida Dati à la culture parce que ça permet de saper Anne Hidalgo pour les prochaines élections municipales et surtout de la mettre en avant comme pouliche pour la succession de la présidence de la République. Ça, ce sont des combinationnés à l'italienne. Ce sont des calculs. Ce n'est pas comme ça qu'on conduit un pays. Ce n'est pas comme ça dans les enjeux du monde que l'on met la France en première place pour négocier, pour arbitrer dans les conflits internationaux. Ce n'est pas comme ça que l'on va reconquérir l'Afrique qu'on a perdue. En ce qui concerne la diplomatie française, je suis absolument consterné que le président ait dissous le corps diplomatique et que l'actuel ministre des Affaires étrangères ait une expérience touristique. Il va se retrouver face au président Poutine, au président Xi Jinping, face à MBS en Arabie Saoudite. Je me demande bien qu'est-ce qu'il sera capable de défendre. Donc, il faut un peu de sérieux, un peu de compétence, un peu de responsabilité. Mon grand-père, à la fin des années 70, dénonçait déjà l'esprit d'abandon et l'irresponsabilité intellectuelle des dirigeants. Je pense qu'il est grand temps que les Français prennent conscience qu'on leur a menti, qu'on les a infantilisés. Et il faut absolument changer cet état d'esprit pour que la France retrouve son rang sur la scène internationale et qu'elle soit responsable et qu'elle agisse de façon, je dirais, responsable, logique, avec du bon sens vis-à-vis des Français. Régis Le Sommier. Moi, j'ai une question par rapport à votre avenir et vos ambitions. On sent quand vous parlez que vous êtes porté par d'abord un idéal, ce qui est formidable, mais aussi par des ambitions politiques. Je pense que vous voulez vous inscrire, ou en tout cas prolonger l'héritage de votre grand-père. Et moi, ma question, Pierre de Gaulle, on vous a beaucoup entendu jusqu'à présent et votre émergence médiatique s'est faite autour de la Russie et autour notamment de Vladimir Poutine. Et moi, ma question, c'est est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu effectivement parler d'abord de la France avant de se faire connaître autour de la Russie? Alors, j'ai voulu parler de la France. J'ai voulu, et je veux toujours dénoncer les vérités. Je m'appuie sur la démocratie populaire et le bon sens et la raison. Mais j'ai été beaucoup censuré. En ce qui concerne la Russie, j'ai voulu alerter les Français sur le danger de cette guerre en Ukraine, c'est-à-dire la surenchère militaire alimentée par l'OTAN et les États-Unis, et surtout le rôle des États-Unis dans le déclenchement de cette guerre en Ukraine, qui fragilise considérablement l'Europe. Je rappelle que l'Europe est la grande perdante des sanctions voulues et décidées par les Américains, puisqu'on est à 15 000 et quelques sanctions, je crois. Leur nombre et leur profondeur montrent que ça a été préparé bien longtemps à l'avance. Le résultat, c'est que notre France, notre économie est considérablement appauvrie. Si vous regardez une carte, vous avez des réalités géographiques qui s'imposent. La Russie est un pays avec, sans être pro-russe, il suffit juste de regarder les faits. C'est un réservoir considérable de matières premières. C'est un réservoir considérable de capacités et c'est également un espace diplomatique. La politique de mon grand-père a toujours été de considérer que la France n'a jamais été, ni même aujourd'hui, disait-il, un ennemi de la Russie. Il disait, pour la France et la Russie, être réunis, c'est être fort, être séparés, c'est se trouver en danger. Et il y a cette phrase extrêmement importante
où il dit par la suite, c'est un impératif géographique d'expérience et de bon sens. La vraie raison, c'est que l'Europe et la France alliées à la Russie seraient une puissance économique absolument considérable, puisque nous sommes dépendants de la Russie. La Russie n'a pas besoin de l'Europe. L'Europe paye le prix des sanctions, alors que la Russie verra une croissance dépasser 4% cette année, avec un déficit de la balance commerciale de seulement 1%. Alors quand Bruno Le Maire a dit « je vais mettre la Russie à genoux », et dit maintenant je vais mettre la Chine à genoux, eh ben, il met simplement la France à genoux. Donc j'ai voulu alerter à travers cette crise majeure, puisque le conflit évolue. Régis, vous l'avez, on a eu une conversation tout à l'heure avant cet entretien. Il y a un réel risque actuellement, puisque on a franchi encore une fois de plus une ligne rouge. Emmanuel Macron veut faire une coalition de munitions et d'obus. La Lettonie veut faire une coalition de drones, et on a accepté de fournir à l'Ukraine des missiles à longue portée. Et de former l'artillerie ukrainienne. On va revenir sur le conflit, évidemment, en Ukraine. Bien sûr. Alors, pourquoi est-ce que c'est parti de la Russie? Tout simplement parce que ma voix a été censurée en France. Ah oui. Là, elle n'est pas censurée, mais c'est l'heure du bulletin d'actualité. Il est 9h, c'est la règle. Juste après, je vous redonne la parole. Ligne droite. Vue de haut. Alors Pierre de Gaulle, nous vous avons pas donc censuré. Vous parliez donc de la Russie. Évidemment, on en a déjà parlé aussi avec Régis là-dessus sur ce conflit en Ukraine, notamment aujourd'hui où certains donc disent voilà, l'Ukraine a perdu la guerre, et notamment en partie à cause des Occidentaux. Mais vous vouliez peut-être finir ce que vous vouliez dire juste avant le bulletin d'actualité. Oui, en fait, je me suis exprimé donc en Russie, ou plus exactement, la Russie m'a donné je dirais une tribune libre. Vous savez, la Russie croit en la France. S'il y a un seul pays qui compte pour l'Europe, c'est la France, véritablement, pour eux. Ensuite, parce que notre souveraineté, notre indépendance, à travers ce conflit, est en danger. On est soumis à l'OTAN, on est soumis, malheureusement, à une politique américaine. Je rappelle qu'à la fois Biden et le chef de la diplomatie européenne, Borrell, ont dit qu'il ne pourrait pas y avoir de paix en Ukraine avant les élections américaines, et on met à travers ce conflit qui est en fait alimenté pour le plus grand malheur des Ukrainiens. Je ne suis pas du tout anti-ukrainien comme je ne suis pas du tout anti-américain. Je soutiens le peuple ukrainien qui est la première victime de ce conflit, malheureusement, à qui on a menti en promettant un rôle considérable et exagéré à travers l'OTAN et l'Europe. Je pense que ce conflit a permis au régime ukrainien de survivre, puisque l'Ukraine était en faillite avant ce conflit. C'est un pays qui a été, j'en ai suffisamment parlé, malheureusement, je dirais, vendu à des intérêts anglo-saxons. La moitié des terres agricoles ukrainiennes appartiennent à des fonds anglo-saxons, et je l'ai déjà dit auparavant, le président Zelensky a donné à BlackRock un mandat exclusif pour la reconstruction de son pays. Donc, ce conflit met l'Europe en danger, met la France en danger, économiquement et stratégiquement, et surtout souligne la perte d'indépendance stratégique et la souveraineté de la France. C'est pour ça que je me suis exprimé largement pour dénoncer ces dangers et dénoncer l'état dans lequel on se trouve maintenant. Mon grand-père ayant fait de sa vie le combat pour la grandeur de la France, le combat pour sa souveraineté et son indépendance, mais mon grand-père se battait aussi pour restaurer les valeurs essentielles, fondamentales, dont l'honneur et le respect de la parole donnée. Je pense que s'il y avait eu le respect des accords de Minsk pour garantir la sécurité des populations du Donbass, les Français et les Allemands étant garants de ces accords, on n'aurait jamais eu ce conflit aujourd'hui, qui encore une fois a été voulu par les Américains pour déstabiliser l'Europe. Il faut bien être conscient que les Américains laisseront tomber leur allié ukrainien quand ce sera plus utile, que déjà ils préparent à l'opinion publique au fait que en cas de conflit, eh bien, les États-Unis ne voleraient pas au secours de l'Europe, qu'il faut que les Européens se débrouillent tout seuls. Le président Trump l'a répété. On fait croire également que la Russie a l'intention d'attaquer l'Europe, c'est complètement faux. Elle n'a pas besoin de le faire étant donné l'immensité de ses territoires. Elle a aussi un problème de démographie. Ce qu'elle voulait, c'est protéger les populations russophones du Donbass et évidemment ne pas envahir l'Ukraine, c'est complètement faux. Vous avez
en fait 3 régions ukrainiennes qui s'opposent d'une certaine manière. Une région à l'ouest qui est pro-polonaise, qui est anti-russe, une région centrale qui est, ma foi, qui observe un peu un statu quo, qui est un peu à la recherche de son identité, et une région à l'est qui est fondamentalement pro-russe. Donc on essaie de nous faire croire que la Russie va attaquer l'OTAN et l'Europe. Tout cela participe à une politique, je dirais, de marketing militaire de l'OTAN, qui vise à s'étendre à l'Est, contrairement aux promesses qui ont été faites aux Russes au moment de la réunification allemande. Chaque fois qu'un pays adhère à l'OTAN, c'est 2% de son produit intérieur brut qui est engagé dans des dépenses d'armement, évidemment américaines. Donc j'ai voulu dénoncer la perte de la souveraineté française, parce que pour moi c'est un combat de restaurer la France de mon grand-père, mais aussi dans ses valeurs et dans ses traditions. Parce que j'ai créé cette Fondation pour la paix, qui n'est pas un parti politique, mais qui est un mouvement politique, pour éveiller les consciences, dire la vérité aux Français à qui on a tellement menti, et restaurer nos valeurs, notre souveraineté, notre identité, dont la famille, dont la religion, et dont les valeurs fondamentales qui visent à respecter et à promouvoir les traditions des peuples. Et d'ailleurs, vous aussi, vous-même, vous avez dit, vous voulez un chef d'État, il faut un chef d'État avec une spiritualité, une foi, ça c'est très intéressant, mais peut-être qu'on va en reparler tout à l'heure. Régis Le Sommier. Non, moi j'ai une question. Comment vous jugez l'absence aujourd'hui d'évolution justement sur la question du conflit ukrainien dans l'opinion médiatique, enfin dans l'espace médiatique? On a l'impression que par exemple que beaucoup de médias américains, de médias anglo-saxons et même allemands ont fait un petit peu leur mea culpa sur ce qu'ils avaient souhaité pour l'Ukraine et le sort qu'ils avaient imaginé pour ce pays et ce qui s'est passé réellement. On a l'impression qu'il n'y a qu'en France où la plupart des grands organes médiatiques, du monde, LCI, etc., continuent à nous abreuver de choses qui tiennent plus du fantasme sur la réalité ukrainienne et continuent à dire il faut abattre la Russie, alors que clairement, ni les Américains, d'ailleurs, n'ont l'intention d'abattre la Russie, ni personne aujourd'hui, et que ce qu'a démontré cette guerre, c'est plutôt un renforcement de la position russe, tant militaire que diplomatique qu'économique. Je pense que si on prend en compte les réalités géographiques et le point industriel et militaire de la Russie, je dirais l'issue du conflit ukrainien est absolument évident. La Russie a une capacité de production militaire qui est 8 à 9 fois supérieure que celle de l'ensemble de l'OTAN. On a un problème considérable de renouvellement de matériel puisqu'on a donné à l'Ukraine des vieux stocks d'armes dont certains venaient de stocks d'armes produits dans les années 80. On parle du F-16 comme étant la solution miracle, où il faudra plusieurs mois pour former des pilotes, mais le F-16 est un avion qui est sorti en 1974. Donc l'enjeu est absolument... Enfin, je veux dire, l'issue du conflit... Les Russes, de leur côté, utilisent des obus nord-coréens, j'ai pu le constater. Oui, mais donc... parce que c'est pas cher. Pourquoi est-ce qu'on envoie des drones à $2000 qui sont abattus par des missiles Patriot à 2 millions de dollars? Ça affaiblit considérablement la défense de l'Occident. Donc surtout, je suis pas tout à fait de votre avis, parce qu'il y a un changement de prise de conscience, et je suis heureux d'avoir participé à cet éveil, parce que c'est mon travail. Enfin, je parle surtout des médias de service dire les public, vérités, à travers des médias comme le vôtre, qui sont objectifs, qui font un véritable travail d'information, mais aussi les médias étrangers. Les médias étrangers, parce que on peut quand même faire passer des messages, dire des vérités, établir des faits de façon objective et raisonner sur le futur de la France, de l'Europe et du monde, sur la paix du monde, heureusement par les médias étrangers, qui par ricochet permettent quand même d'influencer la presse française dans son ensemble, même si cette presse est parfaitement partisane. Il y a un changement d'opinion, même en France. Le journal Le Parisien a déclaré nommé Poutine comme gagnant de l'année 2023. Le Wall Street Journal a déclaré Poutine stratège de l'année 2023. Quand vous regardez les avancées de la Russie, notamment à travers ce qu'on appelle ici, de façon un peu péjorative, le Sud global ou le monde, ou le Sud dur, eh bien, le monde multipolaire à travers les BRICS, Brésil, Russie, Inde, Chine, Afrique du Sud, rejoint par l'Arabie Saoudite, par l'Iran, par les Émirats Arabes Unis,
par l'Éthiopie et par l'Égypte, c'est quand même 80% des routes du pétrole, est bien définie, renforce ces nouveaux espaces diplomatiques, des nouveaux centres économiques, des nouvelles références internationales, c'est-à-dire que les États-Unis ne sont plus la puissance dominante, ne sont plus la seule alternative, y compris pour le dollar. Le dollar n'est plus la seule monnaie unique dominante dans les règlements internationaux. L'euro ne remplit pas son rôle de remplacement parce que l'Europe est extrêmement endettée. Donc la monnaie n'a pas suffisamment, je dirais, d'assises en termes de contrepartie pour jouer ce rôle. Qui dit endettement dit dépendance au marché anglo-saxon à cause des refinancements, et donc ce n'est pas une alternative crédible. Mais les BRICS sont en train de travailler à des monnaies alternatives et surtout favorisent des échanges dans les monnaies locales. Je vais vous citer juste un exemple. L'Iran. L'Iran a signé en 2021 un accord économique avec la Chine de 400 milliards de dollars et les échanges se font en yuan principalement. Le yuan, le RMB chinois est la première devise étrangère échangée à la bourse de Moscou. Il faut bien comprendre que les Américains sont dans un problème de refinancement de leurs dettes. Ils ont 34 000 milliards de dollars. 3/4 des ménages américains refinancent cette dette et de moins en moins de pays étrangers achètent de la dette américaine. Et donc déclencher une guerre, créer un phénomène de valeur refuge qui permet à ce que les étrangers achètent des obligations américaines et permettent le refinancement. C'est donc une course pour maintenir ce qu'on appelle le leadership en anglais, c'est-à-dire leur dominance en fait sur le monde économique, politique et également financier. Mais donc l'opinion, je vous le disais, change. En France comme en Europe, on se rend compte que les grands perdants des sanctions, c'est l'Europe. On se rend compte que les Russes, ma foi, n'ont pas l'agressivité militaire vis-à-vis de l'Europe qu'on aura bien voulu présenter. Et surtout, on se rend compte que dans ces nouveaux équilibres, ces nouveaux échanges internationaux et ces nouveaux équilibres politiques, eh bien, l'Europe et la France est totalement laissées pour compte. Je me suis exprimé devant le président Poutine lors du Forum culturel de Saint-Pétersbourg pour une entrée de la France dans les BRICS, parce que c'est une opportunité, à mon avis, pour notre pays de rejoindre cet espace considérable de projets, cet espace diplomatique, cet espace financier. Ce n'est pas du tout exclusif du fait que nous sommes un des principaux partenaires européens et membres de l'Europe, ni même d'autres accords d'échange avec différents pays dans le monde, mais c'est une alternative qui, à mon avis, est tout à fait bénéfique pour notre pays et qui permettrait à notre pays de reprendre son rang, sa position dominante sur la scène internationale en offrant d'autres possibilités. Comme la France est également, je crois, partenaire des projets, de la route de la soie, cet espace de projet qui rassemble plus de 80 pays. Je pense que c'est par les partenariats économiques, par les partenariats diplomatiques et financiers, et par une reconstruction profonde de la diplomatie française, qui a été malheureusement détruite. Le président Macron a dissous le corps diplomatique, avec les effets dramatiques que l'on sait, notamment vis-à-vis de l'Afrique. Alors on dira, oui, mais le sentiment anti-français est très grand en Afrique. Eh bien, au Mali, dans les zones où la France était présente, et ce sont les ONG présentes sur le terrain qui le disent, le sentiment pour les Français demeure positif parce qu'il y avait le maintien de la sécurité et aussi parce que les populations locales bénéficiaient de retombées économiques de la présence française. Alors il y a eu un lobby anglo-saxon, il y a eu un lobby russe pour faire croire le contraire, mais partout où la France était présente, le sentiment vis-à-vis des populations était favorable. Et je parle de sondages récents qui datent de 2021. Donc nous devons restaurer notre effort diplomatique. Si les Russes ont tellement avancé et tellement réalisé de percer
notamment en Afrique, c'est tout simplement parce que le ministre des Affaires étrangères russe, M. Lavrov, était tout le temps dans l'avion pour rencontrer les Africains et repenser les relations de partenariat avec l'Afrique, c'est-à-dire la reconnaissance de leur identité, c'est-à-dire la reconnaissance de leur culture, c'est-à-dire des accords, des partenariats publics-privés, une meilleure répartition de la richesse. Et lorsque vous traitez avec des pays étrangers, pays africains comme les autres, il faut simplement que toutes les personnes qui sont dans la chaîne de négociation soient impliquées, y trouvent leur compte, et qu'il y ait évidemment une meilleure répartition, je le disais, des richesses pour la population. Alors on va finir là-dessus, Pierre de Gaulle. Merci à vous d'être venu avec nous ce matin. Alors on n'a pas eu le temps de parler de la situation en Israël. On aurait bien aimé avoir votre point de vue là-dessus, notamment comme on le sait, votre grand-père était préconisé en tout cas deux États. Et on rappelle évidemment donc que vous êtes fondateur de la fondation Pierre de Gaulle. Vous voulez en dire un mot ? Oui. Cette fondation, encore une fois, n'est pas un mouvement, n'est pas un parti politique, mais c'est un mouvement de reconstruction de la France de mon grand-père dans ses valeurs et ses traditions. Et je voudrais remercier pour tous les Français qui me soutiennent, qui m'ont écrit. Nous sommes une petite équipe de bénévoles. Nous n'avons pas toujours le temps de répondre à tous ces messages. Ce sont des messages qui me touchent du fond du cœur, parce que ce sont des messages de sincérité, des messages de foi et d'espoir. Et je voulais les remercier parce que vous représentez la France dans toutes ses valeurs, dans toutes ses traditions, dans toute sa ferveur. J'aime la France, j'aime les Français et je me battrai autant que je peux pour essayer de tirer cette France vers le haut et de redonner l'espoir aux Français parce que quel que soit leur métier, quelle que soit leur réalisation, quelle que soit leur vie, ce qu'ils font dans leurs difficultés, c'est une bénédiction dans l'instabilité des temps modernes. C'est une belle chose et je veux essayer de leur redonner cette ferveur et cet esprit de cohésion d'une grande France qui avance, qui est belle et qui est magnifique par sa culture, magnifique par ses traditions et magnifique par ses réalisations. Et on vous accompagnera évidemment dans ce combat. Merci à vous Pierre de Gaulle. Je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez donc évidemment consulter le site de la Fondation Pierre de Gaulle et merci à vous Régis Le Sommier. Je rappelle directeur de la rédaction d'Omerta et donc en précommande vous pouvez avoir le dernier numéro d'Omerta, La Guerre des Mondes, c'est ça ? Oui, et il sera en kiosque le 8 février. Et il sera en kiosque 5000 points de vente en France. Voilà. Merci à tous les deux et à la semaine prochaine Régis, à très vite monsieur. Merci Corentin, merci Régis.